Il était persuadé que je travaillais pas suffisamment bien, donc que je mettais pas suffisamment de volonté, parce que pour lui, quand on veut, on peut. Ouais. Et donc, il me répétait souvent, je t'aurai, t'en crèveras, mais je t'aurai. Nous accueillons notre invitée du samedi 20h ce soir, Céline Raphaël, bonsoir. Alors aujourd'hui en France, 2 enfants meurent chaque jour des suites directes de la maltraitance. 2 par jour. On ne le sait pas, mais ce qu'on sait encore moins, c'est que la maltraitance touche toutes les couches de la société, même les plus aisées. Vous en êtes la preuve. Céline, vous nous raconterez votre histoire à 20h. Céline Raphaël, rebonsoir. Vous publiez chez Max Milo un témoignage intitulé « La démesure » où vous racontez la maltraitance dont vous avez été victime étant enfant. Tout ça parce que vous aviez un don exceptionnel pour le piano. Alors vous êtes né le 11 avril 1983 en Auvergne, père brillant ingénieur, mère femme au foyer. Au départ, vous êtes une enfant éveillée, curieuse, jusqu'à la naissance de votre petite sœur, qui est une grande prématurée. Et là, évidemment, l'attention de la famille se reporte sur votre sœur et vous vivez ça très mal. J'étais un petit peu jalouse et j'essayais d'accaparer un petit peu l'attention. Ouais. Jalouse, même désagréable un peu. Un petit peu désagréable. Ouais. Alors là, à ce moment-là, vous êtes confié à votre père qui décide de vous mettre au piano. Alors, il fait livrer un piano à la maison et malgré vos 2 ans et demi, il vous envoie une professeure, Madame Lévy, qui est plutôt une gentille personne, hein, qui met des gommettes de couleur sur les partitions, qui vous donne des bonbons à la fin des leçons. Et à la maison, donc le piano, ça devient 1 heure par jour à l'âge de 3 ans. Le temps est très vite augmenté. Ouais. Alors, vous allez avoir 5 ans quand votre famille déménage en Allemagne. Là, la professeure, Madame Tonnen, est beaucoup plus martiale. Hein. Oui, c'était une professeure qui avait vraiment la mentalité de l'Europe de l'Est, où il faut vraiment pousser pour réussir. Ouais. Alors, elle est rapidement éblouie par votre dextérité et elle répète à votre père qu'il ne faut surtout pas gâcher votre talent. Et là, votre père devient un véritable tyran. « Tais-toi et joue » devient son refrain favori. À partir du moment où je me mettais au piano, ce que je faisais, il fallait que je le fasse parfaitement. Voilà. Et de là, a commencé à se mettre en place tout un système de punition, de coups. Alors, à 5 ans, il vous fait jouer du piano 4 heures par jour. Et puis, un dimanche matin, votre père vous dit « Je te préviens, je te note. Si tu fais plus de 3 fautes sans t'arrêter pour te corriger, tu auras 3 coups de ceinture. » Évidemment, à la première faute, vous perdez vos moyens et vous en faites 2 autres. Et à ce moment-là, votre père vous dit « Baisse ton pantalon, penche-toi en avant, les mains à plat sur le bureau. » Et il commence à vous donner des coups de ceinture. Ça a été le début d'un rituel qui a duré 10 ans. Ouais. Et il n'y avait plus besoin de parler, quoi. Je savais, j'avais fait 3 fautes, je ne m'étais pas arrêtée. Je savais qu'il fallait que je me lève, que je me penche sur le bureau, que je baisse mon pantalon et lui dégrafer sa ceinture. Et tout était dans le silence. Alors, quand votre mère frappe à la porte en disant « Mais vous venez manger », votre père dit « Non, non, Céline ne mange pas ». Non, j'avais pas assez bien joué pour avoir ce privilège. Alors vous le suppliez de vous laisser aller manger à 4 pattes, vous vous humiliez devant lui, mais il reste inflexible. Donc désormais, vous vivez dans l'angoisse d'être à nouveau frappé. Et alors, ce qui est très étonnant dans cette histoire, c'est que votre mère, finalement, réagit très peu, pas du tout. Je pense que ça a été un rituel qui s'est mis en place très progressivement et je pense qu'elle n'a pas pu réagir. Et les choses se sont faites de telle sorte qu'on a atteint des proportions terribles en restant finalement assez stoïque devant la situation. Alors, vous venez d'avoir 6 ans quand votre famille quitte l'Allemagne et retourne en France. Alors là, votre père a une très bonne situation. Hein. Il est directeur, il a une voiture de fonction, avec un chauffeur, évidemment. Vous avez une grande maison. Et il fait mettre le piano dans ce qu'il appelle la salle de jeu, donc qui est réservée, en fait, à vous et à votre père. Les autres ne viennent pas pour jouer du piano. Et là, votre nouveau professeur de piano a de grandes ambitions pour vous, lui aussi. Votre père vous oblige même à l'époque, donc, à jouer à l'heure du déjeuner. C'est-à-dire que j'allais à l'école, hein, j'ai toujours été à l'école. Ouais. Et donc, il venait me chercher entre midi et 2, on travaillait. Et ensuite, j'avais soit le droit de retourner à l'école, soit je continuais à travailler. Ouais. Et si j'avais le droit de retourner à l'école, à peine arrivée, je m'y remettais jusqu'à minuit, 1 heure du matin. Vous aviez à peine le temps de manger. Voire pas le droit. Ouais.
Ma mère, avant de poser mon assiette dans la cuisine, demandait d'abord à mon père si j'avais le droit de manger ou pas. Ah ouais. Si j'avais pas le droit de manger, elle ne posait pas mon assiette. Alors, à 7 ans et demi, votre professeur décide de vous inscrire à un concours national de piano. Et là, évidemment, ça devient l'enfer parce qu'il faut le gagner, ce concours. Les punitions commencent dès la fin de la leçon chez le prof. Votre père vous fait régulièrement raser la tête. Pourquoi? Bah, j'étais une fille et je tenais extrêmement à mes cheveux. Je rêvais d'avoir les cheveux longs et pour lui, c'était la punition suprême que de m'humilier de cette façon. Alors, un mois avant le concours, votre père décide de vous donner un coup de ceinture par remarque notée sur la partition du professeur. Ce jour-là, il y avait 32 remarques. Voilà. 32 coups de ceinture. Alors, le jour du concours, vous êtes la plus jeune et vous obtenez le premier prix, ce qui, évidemment, ne va pas arranger vos affaires. Non. Désormais, réussite et torture sont liées, mais le pire est à venir. À l'école, vous essayez d'envoyer des signaux, mais l'instituteur ne comprend pas. J'ai toujours essayé de semer des petits cailloux. Ouais. On voyait que je pense que je faisais une tête de 3 pieds de long, mais ça n'a jamais alerté personne. Ouais. Parce que comme vous l'avez dit, mon père était directeur de l'usine du village, et donc ça ne pouvait pas arriver. Alors tout le monde salue votre génie, en plus vous vivez dans la plus belle maison du village, donc personne ne vous plaint. Non, non, les gens considéraient que ma sœur et moi, on était 2 filles de Bourges, et qu'on n'avait pas à se plaindre. Ouais. Alors là, votre père commence à vous obliger à sacrifier un petit peu l'école. Il dit, Céline ne sort pas de la salle de jeu, elle travaille son piano. Enfin, j'allais au cours de maths et de physique, parce que pour lui, c'était important. Mais tout ce qui était cours de gym, histoire... C'était du loisir pour lui. Voilà, exactement, ça n'avait pas d'intérêt. Ouais. Alors, vous essayez de tricher quand vous êtes enfermé dans cette salle de jeu avec le piano. Vous jouez d'une main, et puis vous lisez un livre en même temps. J'ai vite appris à survivre à mon père. Et un jour, vous faites du roller avec un copain, et la voiture qui s'arrête au feu rouge, c'est celle de votre père. Ce soir-là, c'est un coup par faute, mais un coup de ceinture, un coup de savate et un coup de poing. J'avais vraiment désobéi et je lui avais menti en plus, donc c'était terrible. Alors à partir de là, votre père ne se contente plus de téléphoner dans l'après-midi pour savoir si vous êtes bien en train de bosser. Il met un cure-dent sur la poignée pour voir si vous sortez. À l'extérieur, comme ça, forcément, si j'ouvrais la porte, j'étais pas enfermée, mais si j'ouvrais la porte, le cure-dent tombait, c'était impossible de le remettre. Bien sûr. Alors votre prof décide alors de vous inscrire à un concours en Allemagne. Plus le concours approche, évidemment, plus la maltraitance augmente et même interdiction d'aller aux toilettes. Parfois, j'avais besoin d'une pause et je lui demandais donc, pour faire cette pause, pour souffler un peu, si je pouvais aller aux toilettes. Et il me répondait, t'as qu'à chier par terre. Alors vous êtes enfermé aussi dans la chambre, dans le noir, c'est-à-dire qu'il enlève l'ampoule pour être sûr que vous n'allez pas rallumer la lumière. Il vous enferme dans la cave pendant des heures. Il était persuadé que je travaillais pas suffisamment bien, donc que je mettais pas suffisamment de volonté, parce que pour lui, quand on veut, on peut. Et donc, il me répétait souvent, je t'aurai, t'en crèveras, mais je t'aurai. Il avait l'impression que j'étais un peu rebelle et il voulait briser ça. Alors là, il détruit non seulement vos vêtements, mais vos CD, vos livres et même vos sous-vêtements. C'est de la haine, ça, non? C'était pour m'humilier. C'était pour me montrer que quoi que je fasse, il aurait le dessus. Alors votre mère et votre sœur, évidemment, vous laissent quelques biscuits ou une part de pizza dans une serviette dans votre armoire, parce qu'elles veulent quand même que vous mangiez. À chaque fois que j'avais pas le droit de manger, ma sœur me montait en cachette sous son pull de quoi manger. Elle me planquait ça dans mon armoire à vêtements. Et quand j'étais enfermée, elle montait régulièrement pour voir si j'avais pas laissé des petits mots, pour voir s'il y avait besoin de quelque chose ou pas. Alors le pire, ce sont les vacances. Parce que là, vous les passez carrément devant le piano, de 8h30 du matin à 23h. Et un jour, il décrète que ce que vous jouez, finalement, c'est jamais que de la bouillie. Donc, il prend tout votre repas. Il y avait de l'omelette, il y avait de la salade, il y avait plein de... Il mélange tout, il tourne consciencieusement et vous dit, vas-y, mange, quoi. Mange ta bouillie. Mais ce que tu fais, c'est de la bouillie, donc tu mangeras comme tu joues. Quand vous lui dites, même le chien est mieux traité que moi, vous lui dites, de toute façon, t'es pire qu'un chien. Voilà, alors le jour du concours arrive, tous les grands espoirs mondiaux du piano sont là, vous êtes la plus jeune à nouveau, vous finissez à la 3e place, et vous dites tant mieux, parce qu'en fait, votre ambition, c'est pas du tout d'être pianiste, c'est d'être médecin. Oui, je suis arrivée à la 3e place derrière Lang Lang, qui est devenu quand même le pianiste de cette génération. Donc vous êtes extrêmement doué, mais vous ne voulez pas faire pianiste? Ah non, non, surtout pas. Alors là, vous gagnez encore un concours après celui-là, mais vous n'en pouvez plus. Vous décidez d'arrêter de manger.
Oui, je me suis dit peut-être que si j'arrête de manger, je vais maigrir. Et donc, il va peut-être se dire, bah, je fais mal, ou peut-être qu'il va se remettre en question. Bon. Ouais, pas du tout. Votre père s'en rend même pas compte. Vous allez jusqu'à envisager de vous suicider. Un jour, vous descendez dans la cuisine, vous prenez un couteau. Bon, vous n'avez pas le courage de le faire, mais votre idée, c'était quand même bien de vous trancher les veines du poignet. Ouais, à cette époque-là, j'en pouvais vraiment plus. Alors, quand finalement votre père découvre que vous ne mangez plus, il vous nourrit de force. Oui. Ce qui fait que votre mère et votre sœur interviennent quand même à ce moment-là. Et un jour, en remplissant une feuille de renseignement à l'école, il y a une question qui est quel est votre secret, quoi. Et vous écrivez, je fais 45 heures de piano par semaine. Ouais, la prof de français a été complètement éberluée en lisant ça, et donc elle a tout de suite été voir l'infirmière en lui demandant de me voir pour un peu débrouiller cette histoire. Alors l'état de votre père empire, on peut dire. Le jour où il vous traîne par les cheveux et qu'il vous jette tête première dans un escalier, là, la police entre en action et votre calvaire apparaît aux yeux de tous, quoi. L'infirmière de mon lycée avait gagné ma confiance. J'avais commencé à me confier à elle. Et c'est vrai qu'après cet épisode, je lui ai dit, OK, on fait le signalement, d'accord. Ouais. Alors là, vous êtes mis dans un service pédiatrique, ensuite dans une famille d'accueil, ensuite dans un foyer spécialisé. Il y a évidemment un procès. 2 ans avec sursis, c'est pas beaucoup pour tout ce qu'il vous a fait quand même. Ceci dit, moi, de mon point de vue, ça a été extrêmement important pour moi et salutaire qu'il ait été reconnu coupable et moi victime. Mais j'aurais eu beaucoup de mal à supporter psychologiquement qu'il soit envoyé en prison. Pour moi, c'était un jugement qui était au mieux, quoi. Ouais. Alors aujourd'hui, vous avez bientôt terminé vos études. Hein. Vous êtes la première en France à avoir décroché un double cursus médecine et recherche. Et aujourd'hui, quand vous jouez du piano, c'est pour apaiser les souffrances des malades et de votre entourage. J'ai arrêté le piano du jour au lendemain quand j'ai été placée. Et quand j'ai commencé à faire ma thèse de sciences, je jouais un petit peu sur le piano de l'hôpital. Et des patients de soins palliatifs m'écoutaient. Je me suis rendu compte que je pouvais leur donner un peu de bonheur. Alors la seule question qu'on se pose en écoutant votre témoignage extrêmement bouleversant, c'est pourquoi à l'époque vous n'en avez parlé à personne? D'une part, quand on est petit, on ne sait pas que c'est pas normal. On souffre dans sa chair. Moi, j'ai beaucoup souffert de solitude et j'ai vécu dans la terreur, mais je ne savais pas que c'était pas comme ça chez les autres. Ouais. Et ensuite, quand on est suffisamment mûr pour comprendre que ça se passe pas comme ça chez les autres, on a bien trop peur de porter du tort à sa famille et on imagine qu'on va pas être cru. Ouais. D'autant plus que voilà, moi, c'était d'un milieu favorisé et les gens restent persuadés que ça n'arrive pas dans ce genre de milieu. J'avais très peur qu'on me croie pas. J'avais peur de détruire ma famille. Et votre mère, comment elle a pu laisser faire ça? Je crois qu'elle était persuadée qu'elle valait pas grand-chose par rapport à mon père et que si c'était elle qui nous éduquait, on ne ferait pas grand-chose. Et je pense qu'elle avait très peur aussi que si elle partait, mon père est notre garde. Alors aujourd'hui, vous avez d'une certaine façon pardonné à votre père? Je lui ai pas pardonné, mais j'ai un peu compris pourquoi on en est arrivé là. Mon père avait un père extrêmement violent, à tel point qu'il en est devenu bègue. Ouais. Donc, et votre mère? Elle s'en veut terriblement de rien avoir fait. Ouais. Et elle culpabilise chaque jour. Et donc, je ne peux pas lui en vouloir. Merci de votre témoignage, Céline. Merci beaucoup. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.